Le hardware est pas de mon côté aujourd'hui, mais justement, on va parler de hardware. Et entre autres, on va parler aussi des calculatrices Python. C'est pas par hasard qu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, souvent, quand les gens ils veulent apprendre à coder, on est en 2024, souvent on tape sur Google, allez, je vais apprendre à coder, qu'est-ce que je vais faire? Donc, souvent, on va nous proposer Python ou JavaScript. Et l'un des exercices classiques qu'on fait généralement, c'est, allez, on va coder une calculatrice. C'est bon, ça marche, on est content, super, on est des codeurs de malades, super. Sauf que on essaie de lancer notre programme pas sur notre Mac d'aujourd'hui, pas sur l'ordi d'aujourd'hui, mais sur l'ordi d'il y a 10 ans. Ok, ça marche. Sur l'ordi des années 2000, sur un bon Pentium, ça marche, ça commence à ramer déjà. Bon, c'est qu'une calculatrice. On revient encore. Les années 90, ça devient de plus en plus difficile. Et si on remonte tout en arrière dans les années 70, c'est pas possible, ça va pas marcher. Pourtant, les calculatrices existaient bel et bien dans les années 70. C'est quoi le problème? Aujourd'hui, on va essayer de comprendre d'où ça vient. On verra comment on est arrivé à cette utilisation aberrante des ressources de calcul, comment ça se fait que ça consomme autant pour peu de valeur que ça crée. On va essayer de comprendre s'il est possible de faire quelque chose avec ça, de renverser cette tendance. Et enfin, on va commencer à parler du code écolo. Et pourquoi le code, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, il doit commencer à être écolo. Mais tout d'abord, on va revenir un peu en arrière. Un peu d'histoire. On va revenir en 97 sur la convention à San José organisée par Microsoft. Donc c'est une conf comme celle-ci, juste pas la même ampleur, traditionnelle, organisée régulièrement par Microsoft. Et il y a un talk qui m'a interpellé. Il était délivré par Nathan Myhrvold. Donc à l'époque, c'était l'un des ingénieurs principaux de Microsoft. Et son objectif, c'était de proposer sa vision du code et de la tech d'ici 50 ans, c'est-à-dire jusqu'à 2047. Qu'est-ce qu'il va arriver? Et lui, étant l'un des ingénieurs les plus forts de Microsoft, il était pas mal quand même sur ses prévisions. Donc la première, c'est la création des premiers modèles de l'IA basés sur les algorithmes statistiques. Ensuite, interface directe cerveau humain-ordinateur. Ensuite, une copie intégrale numérique du cerveau humain. Et 4, là, c'est spécial, apparition des premiers systèmes opérationnels pour le cerveau humain. C'est-à-dire qu'on pourrait installer des applis directement sur le cerveau. Brain as a hardware. Pour le premier, on peut dire, c'est bon. On a carrément, toute notre conf aujourd'hui, elle est dédiée à l'IA, donc c'est bon. C'est fait. Pour le deuxième point, on a déjà tous peut-être, vous avez peut-être attendu des projets d'Elon Musk sur Neuralink. Et il y a plein d'autres entreprises qui cherchent à créer la connexion directe entre le cerveau humain et les ordis. Et les résultats, ils sont déjà là. Ça commence à marcher. Donc pour le reste, franchement, ça me fait peur. Mais on a encore du temps, hein, avant 2047, on verra s'il avait raison. Pour le moment, il a raison. Mais dans le cadre de notre talk, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas les prévisions, mais c'est surtout sa vision très particulière des principes de développement de logiciels. En fait, Nathan Myhrvold, il a repéré quelques tendances, et lui, cet homme, il a peut-être des défauts, mais la discrétion, c'est clairement, c'est pas son rayon. Du coup, il a pris ces tendances, il les appelait les lois de Myhrvold, et il les a présentées. Donc, on va voir ces lois une par une. Donc, la première loi, le logiciel, c'est du gaz. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait, les cours de base de physique, on sait que le gaz, il cherche toujours à occuper l'espace maximal disponible dans le conteneur. Selon Myhrvold, le logiciel, tout comme le gaz, il cherche toujours à occuper le maximum de ressources qui sont disponibles sur la machine. Il va prendre tout. Deuxième loi, le logiciel grandit jusqu'à ce qu'il soit bloqué par la loi de Moore. On va parler de la loi de Moore, mais juste là, en attendant, on va dire que logiquement, tout comme le gaz qui chauffe, il est capable d'exploser le conteneur. Pour lui, le logiciel, pareil. Il va chercher à pousser les limites de la machine jusqu'à ce qu'il n'y en a plus, et il faut juste une machine plus puissante, sinon ça ne marche plus en fait. Troisième loi, la croissance des logiciels rend la loi de Moore possible. Alors, qui est Moore et c'est quoi la loi de Moore?
Donc, quand on parle des lois de Moore, on parle de Gordon Moore. C'est un grand chercheur dans l'informatique, dans la microélectronique. Entre autres, il est cofondateur d'Intel. Donc, Intel, tout le monde connaît. Et en 1975, il a prévu une poursuite du doublement de la complexité des semi-conducteurs tous les ans à coût constant. Donc, simplement parlant, il y aura chaque année 2 fois plus de transistors dans chaque processeur, selon lui. Et on peut voir qu'il avait clairement raison. Donc là, si on compare avec les années 70 et aujourd'hui, le nombre de transistors double chaque année, les processeurs deviennent de plus en plus forts. Il est important de faire une petite remarque. Aujourd'hui, nous avons plus ou moins atteint les limites physiques du nombre de transistors. Au moins pour l'architecture 86-64, il y a d'autres qui arrivent. Il y a ARM, il y a RISC-V, mais ça mérite un autre talk. Mais en attendant, ça chauffe. Donc ça chauffe de plus en plus. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'on peut compiler du C++ et faire des œufs brouillés en même temps. Mais faut faire gaffe quand même. Faut faire gaffe, surtout avec les processeurs Intel de dernière génération. Et en plus des problèmes de dissipation thermique, la majorité des devs, dans leur logiciel, ils n'implémentent pas la parallélisation, tout simplement. Ils n'optimisent pas leur code. Du coup, même si vous avez 64 cœurs sur votre processeur, tout tourne sur le 0. Donc voilà. Tant pis, le reste, ils font rien. Et enfin, la 4e loi de Myhrvold, selon lui, le logiciel n'est limité que par l'ambition et les attentes humaines. Selon lui, la croissance de la consommation, comme ça, constante, elle peut être éternelle. C'est-à-dire qu'éventuellement, on aura des calculatrices Python qui vont faire tomber nos iPhones aujourd'hui. En théorie, c'est possible. Et en parlant des iPhones, là, une petite comparaison des machines qui existaient dans les années 70 et iPhone 14. J'ai pris iPhone 14 juste pour rigoler. On peut voir que par rapport à l'ordinateur d'Apollo, qui nous a amené quand même jusqu'à la Lune, il est 1566 fois plus puissant, notre iPhone, que l'ordinateur embarqué d'Apollo. Il a presque 2 millions de fois plus de capacité de mémoire, 80 000 fois plus de RAM, il est beaucoup plus efficace et il est presque 200 fois plus léger. Effectivement, 32 kilos, ça ne se loge pas trop dans la poche. Et malgré tout ça, on a quand même les applis qui bug là-dessus. Si vous disiez aux ingénieurs des années 70 qu'on aurait un ordinateur d'une telle puissance qu'on peut juste garder dans la main comme ça, ils ne vous croiraient pas. Hein. Il hallucinerait. Mais non seulement les entreprises, les producteurs de hardware, ils sont au courant de ces tendances, de ces 4 lois de Myhrvold, mais ils en profitent. En effet, il y a plein d'entreprises qui font artificiellement leur logiciel, leur système embarqué OS, il devient de plus en plus lourd pour pousser le consommateur à acheter les nouveaux modèles, encore plus puissants, et encore, et encore. C'est comme vous voyez, des fois, je vois des gens qui prennent leur ordi des années 2010, 2015, je sais pas, ils installent Ubuntu dessus, et d'un coup, ça marche. Ça marche bien, ça suffit pour tout faire, pour travailler, oui. Parce que open source, il ne cherche pas à vous vendre chaque année un nouveau modèle d'iPhone. En fait, nos ordis, encore des années 2000, sont largement suffisants. Je ne peux pas ne pas parler évidemment de l'IA, donc de sa valeur, ça c'est une autre conversation, mais souvent on parle de l'impact catastrophique niveau écologique, niveau consommation de ressources dans les années à venir, mais en effet, c'est pas si mal que ça. On peut voir que selon Goldman Sachs, vous voyez déjà sur les data centers, c'est déjà la cata. Même sans l'IA ou avec l'IA, c'est déjà énorme et la consommation, elle est incroyable. Et encore pire, si on regarde les courbes aussi proposées par Goldman Sachs concernant la consommation de l'eau potable qui est utilisée par les data centers pour refroidir les cœurs, on peut voir que ça croît, la croissance, elle est énorme. Donc ça devient vraiment un problème. Et tout ça à cause du gonflement éternel de nos programmes. Donc c'est un peu triste. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ?
Alors, tout d'abord, j'aimerais bien parler des langages modernes. Je considère que c'est vraiment important d'utiliser le stack moderne. Là, je vais vous proposer un benchmark, un énième benchmark. Donc, c'est bien sûr, faut le prendre avec un grain de sel, mais quand même, là, vous pouvez. C'est un papier scientifique de 2017 qui est assez pas mal. Je peux vous filer le lien si ça vous intéresse après. Les chercheurs ont testé plein de langages différents sur 4 catégories différentes. En haut, vous avez les langages les plus performants, en bas, les moins performants. Donc, ça, c'est rien d'étonnant. Le C, c'est le roi, donc c'est le meilleur, c'est consomme le moins. Mais il y a aussi les nouveaux langages qui commencent à apparaître. On voit Go, qui est pas mal. On voit Rust, qui est très performant. Moi, personnellement, j'adore Rust. J'écris pas mal de code en Rust. Et entre autres, ce sont des langages avec Kotlin que je recommande. Parce que ce genre d'optimisation de consommation de ressources, c'est déjà quelque chose qui est prévu dans la conception des langages. On peut les utiliser pour des situations différentes, ça dépend. Par exemple, la simplicité de Go, c'est quelque chose de vraiment très bien, surtout pour les grands systèmes. Le code, ça se lit très bien. Il est très simple à appréhender, le Go. Pas comme Rust, qui est un peu plus compliqué quand même. Aussi, quand on parle des solutions, on peut parler du cloud, plutôt du fait qu'il n'existe pas. Souvent, quand on parle du cloud ou encore des produits marketing qui ont apparu ces dernières années, par exemple no code ou serverless, généralement, quand il y a no ou less dans les noms de technologies, c'est que du marketing. C'est aussi simple que ça. Serverless, ça veut dire que tout va tourner sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre et vous n'avez aucun contrôle sur l'utilisation de ressources. Voilà. C'est pareil pour le code. Vous allez utiliser des macros du code qui a été écrit par quelqu'un d'autre et vous ne pouvez pas l'optimiser, ce qui se passe derrière. On a quand même de bels exemples. On a par exemple le site de WWF qui est pas dans le cloud, il est on-premise, tenu par l'association, il est alimenté par les énergies renouvelables. Vous pouvez même voir quand vous ouvrez le site, ça s'ouvre en 10 secondes, enfin, en une seconde. C'est très performant, c'est très bien. Donc ils y réfléchissent déjà à la consommation de ressources. Vous pouvez tester entre autres vos applications préférées sur ce site, Website Carbon. Donc il faut juste renseigner le lien. Et ça va vous donner une idée à peu près de combien de CO2 émet votre site à chaque fois quand vous l'ouvrez. Donc c'est pas mal, je trouve c'est assez intéressant. Ensuite, quand on parle des solutions, on parle aussi de KISS, et il ne s'agit pas de groupe de rock qu'on adore tous, mais plutôt d'un principe de dev qui est assez connu. KISS, c'est-à-dire Keep it stupid and simple. Donc là, entre autres, on a même sur Yusuf Dikesh qui était très populaire pendant les Jeux à Paris. Et quand on a posé la question à Yusuf Dikesh, donc on a à droite là, qui a gagné quand même l'argent sans utilisant juste dans la compétition de la tire, il a utilisé juste son pistolet, voilà. On lui a posé la question pourquoi vous n'utilisez pas le support. Il a dit moi ça me dérange, j'en ai pas besoin. Voilà, donc généralement, avec peu, on peut faire beaucoup si on a vraiment envie. Et enfin, donc ça c'est mon opinion personnelle, donc RSE, ça devient de plus en plus intéressant, surtout avec les objectifs de l'Union européenne d'atteindre la neutralité carbone vers 2050. Bon, est-ce que c'est réaliste? C'est une autre question, mais quand même, on en parle de plus en plus. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps quand nous, les devs, on sera demandé à commencer à vraiment réfléchir sur la consommation de ressources de nos logiciels parce que l'utilisation de cloud sera limitée. Les taxes sur l'utilisation des data centers seront de plus en plus importantes. Donc on saurait y amener naturellement à y réfléchir, à y penser et à chercher des solutions. Donc, je vous remercie pour votre attention. Avec cela, je vous laisse et n'hésitez pas à laisser un like. Merci. Un, deux. On a le droit à une question.
Donc soyez efficace comme le module Apollo. Bonjour, merci pour la présentation. Je partage complètement. Pour information, moi je travaille chez Beclic. Chez Beclic, on commence à utiliser Rust justement. Mais j'arrive de la data et malheureusement, on utilise beaucoup de Python. Comment expliquer en fait que toutes les technologies émergentes autour de l'IA, etc., continuent d'utiliser Python majoritairement et justement au détriment plutôt de la performance? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Parce que c'est la question de la valeur. Combien de valeur elle est vraie par ligne de code? Selon moi, à Python, en 5 lignes, en 6 lignes, vous pouvez écrire énormément et ça marche direct et c'est trop bien. C'est juste trop bien. Derrière, effectivement, au Python, tout ce qu'il utilise, il utilise les librairies qui sont compilées en C++. Donc, on n'a pas trop la main sur l'optimisation là, mais ça livre la valeur. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse le management, quoi. Ça intéresse l'entreprise. On a une tâche technique à satisfaire et hop, en Python, c'est rapide. Alors que si on utilise un autre stack et si on commence à réfléchir sans tomber non plus dans l'optimisation prématurée, si on commence à réfléchir, ça prend plus de temps. Et ça ne plaît pas généralement. Voilà, c'est juste ça. C'est juste, il faut livrer. Et Python, il est parfait pour ça.